Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous allons commencer. Tout d'abord, je tiens à vous accueillir. Je m'appelle Jenny Morgan et je travaille avec RIL et nous sommes là aujourd'hui pour un événement co-organisé par RIL et par Finequity, le renforcement de la résilience avec les groupes des femmes, une discussion des facteurs psychosociaux qui sont critiques pour la réussite. Et RIL, c'est un système d'évaluation, d'analyse et d'apprentissage qui suivi et qui fait l'évaluation des projets. Finequity travaille sur l'inclusion financière des femmes au niveau mondial pour donner accès à ces femmes à tout un éventail de services financiers. Avant de commencer, quelques points logistiques. Je suis désolé, j'ai un petit problème technique avec la diaporama. Je suis désolé et je vous demande votre patience. Je n'arrive pas à faire avancer la diapo. OK, peut-être je vais devoir demander à quelqu'un d'autre de m'aider. Jenny, je peux m'en charger si tu veux. Oui, ce serait génial, Megan. Merci. Je ne sais pas pourquoi cela ne marchait pas, mais OK, nous voilà. Quelques points logistiques. Il y a de l'interprétation simultanée qui est disponible aujourd'hui. Donc, si vous êtes francophone, s'il vous plaît, enfin, tout le monde, chacun doit choisir une langue. C'est un peu comme dans les conférences dans le passé. Il faut choisir l'anglais ou le français et vous pouvez le faire en bas de votre écran. Voilà, une capture d'écran pour vous montrer l'icône. Vous allez cliquer sur ce petit icône d'un globe marqué interprétation et ensuite vous allez sélectionner soit l'anglais, soit le français. Et Jenny, si je peux, si vous permettez le partage d'écran, je vais pouvoir vous aider avec la présentation. Désolé, je suis désolé à toutes et à tous pour ce petit problème technique. Moi aussi, je peux partager l'écran. Oui, Zubaida, vas-y, s'il te plaît. Très bien. Merci, Zubaida. OK, nous voilà. Vous avez la capture d'écran qui vous montre comment vous pouvez sélectionner votre langue d'écoute pour la réunion d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez écouter la réunion en anglais, vous allez cliquer sur le bouton Interprétation et puis vous allez sélectionner Anglais. Et si vous voulez suivre la réunion en français, vous allez bien sûr cliquer sur le français. Nous sommes assez nombreux aujourd'hui, donc nous n'aurons pas le temps de nous présenter toutes et tous, mais on va vous demander de vous présenter dans le chat avec votre nom, le nom de votre organisation. Et aussi, s'il vous plaît, éteignez votre micro si vous n'êtes pas en train d'intervenir. Et si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez nous contacter dans la boîte à discussion et spécifiquement Zubaida est là pour vous aider. La dernière chose est que nous aurons un peu de temps pour des discussions en petits sous-groupes. Et nous aimerions avoir un groupe qui serait ouvert aux francophones. Donc, pour nous aider à vous diviser dans de bons groupes, on va aussi vous demander de vous renommer de mettre les lettres FR pour français dans votre nom sur Zoom si vous voulez participer à ce groupe francophone ou mixte. Pour faire cela, vous allez cliquer sur votre nom et quand il est marqué More, plus, vous aurez l'option de vous renommer, de réviser le nom qui est affiché à côté de votre compte. Et cela nous aiderait à bien vous diviser en sous-groupes. Et merci à tout le monde qui se présente dans le chat. Cela dit, je vais donner la parole à Megan Dash, notre modératrice aujourd'hui. Megan a beaucoup d'expérience avec des groupes de femmes et des groupes d'épargne.
en particulier et elle va orienter notre discussion d'aujourd'hui sur ce sujet si important. Cela dit, Megan, à vous. Merci, Jenny. Donc, avec nous aujourd'hui, nous avons Ephraim Tsegay, le directeur de Tier Fund en Éthiopie. Nous avons Vidya Shriram, le directeur adjoint du programme mondial des associations villageoises des paniers de crédit, et Jeon Kim, chercheuse senior sur la résilience pour Mercy Corps. Nos objectifs pour la séance d'aujourd'hui, c'est de partager et d'apprendre des autres sur ce qui se marche avec les groupes des femmes et comment nous pouvons aider les foyers à mieux résister au choc. Nous allons revoir les mécanismes par lesquels ces groupes contribuent à la résilience et nous allons aussi réfléchir aux obstacles à l'évaluation. Notre troisième objectif est de considérer comment nous pouvons élargir nos actions au-delà des soutiens matériels pour inclure le soutien des capacités psychosociales telles que le capital social et l'autonomisation des femmes. Et nous allons faire cela Nous allons commencer avec un accueil et puis nous aurons une présentation des preuves par Jeon et puis une discussion en panel des sous-groupes, des discussions en sous-groupes et puis une discussion sur les prochaines étapes à suivre. Donc, pour commencer, j'aimerais définir quelques termes pour nous assurer que nous sommes tous à la même page. Donc, pour commencer, Vidya, est-ce que vous pouvez nous définir les groupes des femmes et quels sont les groupes qui sont compris par ce terme assez englobant? Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, de m'avoir invité. Les groupes des femmes ou les associations villageoises des paniers de crédit, des groupes d'entraide, sont des groupes des femmes, normalement entre 15 et 20 personnes qui se réunissent régulièrement et qui font des contributions financières ou d'actions pour soutenir l'avancement vers une priorité prédécidée. Merci beaucoup. Ephraim, est-ce que vous pouvez nous définir la résilience? Oui, merci beaucoup. C'est un honneur d'être là avec vous. Pour nous, la résilience, c'est la capacité des femmes et des groupes d'entraide de résister aux chocs. Et ces chocs peuvent être des chocs spécifiques ou des chocs covariables tels que le conflit, la drogue, etc. Et c'est aussi la capacité des communautés de rebondir après un choc. Oui, merci beaucoup. Et en dernier, Jeon, est-ce que vous pouvez nous définir les facteurs psychosociaux? Oui, merci. Les facteurs psychosociaux comprennent les perceptions sociales, les émotions, les motivations et d'autres éléments cognitifs des individus, des foyers, des communautés. Et ils font partie des capacités qui sont critiques pour ce travail. Je vais en parler davantage plus tard. Très bien. Donc, cette définition est un bon point de départ pour la présentation de Jeon. Donc, Jeon, vous avez la parole pour votre présentation. Merci, Megan. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Avant de passer la parole aux panélistes et à Megan pour entendre leurs observations de leur travail avec des groupes d'entraide et des groupes de femmes en général et leur rôle dans la résilience, je voulais vous faire une présentation générale des preuves qui viennent d'être publiées en partenariat avec ShareTrust et Mercy Corps. Il y avait deux motivations principales pour publier cette revue des preuves. Tout d'abord, ou des données probantes. Tout d'abord, il y a une reconnaissance accrue des facteurs psychosociaux qui font partie de la résilience et on s'est rendu compte que c'est une partie intégrante de la résilience. On est de plus en plus encore que ces facteurs devraient être compris dans les initiatives de renforcement de la résilience. Aussi, des groupes d'entraide et des groupes de femmes en général sont reconnus comme des opportunités importantes pour le renforcement de la résilience dans beaucoup de contextes divers. Avec ces motivations en tête, nous avons revu toutes les données probantes
avec deux objectifs. Tout d'abord, de mieux comprendre ce que nous savons déjà sur les facteurs psychosociaux qui contribuent à la résilience à travers des groupes d'entraide et des groupes des femmes en général. Et deuxièmement, de souligner les lacunes dans nos connaissances et dans nos preuves pour trouver une façon de contribuer à cette problématique de façon plus large. Donc, avant de me lancer dans les détails, il y a trois leçons principales à en tirer. Tout d'abord, les groupes d'entraide et des groupes de femmes en général sont des outils puissants pour aider les initiatives de résilience. Et deuxièmement, les facteurs psychosociaux avec des approches plutôt traditionnelles sur des facteurs économiques, etc. C'est plutôt la synergie entre ces approches différentes qui est la chose la plus importante. Et troisièmement, il nous reste beaucoup à faire en termes de programmation intentionnelle, l'évaluation repoussée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment des groupes d'entraide peuvent contribuer à ces efforts. Mais le comment reste à découvrir. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Je ne vois pas. Ah, voilà. OK, voilà la prochaine diapo. Merci. Donc, pour nous attaquer à ces deux objectifs et à toutes ces questions, cette revue a tiré sur beaucoup de preuves sur des groupes des femmes pour étudier des facteurs psychosociaux. Le corps de cette revue était des articles académiques, mais étant donné la rigueur d'évidence dans cet espace, nous avons étudié aussi des études d'évaluation et des évaluations programmatiques avec une méthodologie claire. Et comme Vidya a dit, ici, je vous parle des groupes d'entraide, mais étant donné les limitations des données, nous avons aussi étudié des études qui ont étudié d'autres types de groupes. Donc, le mélange un peu de vocabulaire et la réflexion du mélange des preuves que nous avons utilisées. Quelque chose à noter avant de nous plonger dans les preuves. La première étude s'est focalisée sur la résilience des femmes, non seulement parce que les chocs et les stress touchent de façon disproportionnée les femmes et les filles, mais aussi parce que les femmes et les filles sont très représentées au sein de ces groupes de façon ciblée et aussi parce qu'elles se sélectionnent elles-mêmes. Les preuves nous ont montré que quand les femmes s'impliquent, que les transformations possibles sont plus importantes, surtout quand les femmes deviennent des agents de changement dans leur propre vie, au lieu d'être seulement des réflexions du soutien qui est offert. Et pour tracer des frontières, et les programmes se focalisent sur le social, capital et l'autonomisation comme facteurs psychosociaux. Mais il y a d'autres facteurs psychosociaux comme les aspirations, les compétences et la possibilité de s'adapter qui sont aussi des facteurs critiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. À l'heure de revoir la recherche, la révision des preuves indique que les groupes d'entraide sont très importants et un véhicule de résilience pour les femmes dans cet espace. C'est un cadre qui résume nos conclusions, qui suggère qu'il y a une occasion pour des initiatives de révision pour prendre mieux en compte et pour renforcer le capital social et l'autonomisation des femmes. À l'heure de revoir la résilience à travers cette perspective, on met en relief la possibilité de résister au choc. C'est une composante qui est en synergie avec des facteurs économiques peut augmenter la résilience. Et les preuves suggèrent que certains groupes d'entraide des femmes améliorent les facteurs psychosociaux des femmes qui, en combinaison avec les facteurs économiques, augmentent la résilience face au stress. Examinons cela de plus près.
Donc, malgré les défis de mesurer les capitales sociales, dans lesquels on ne va pas entrer ici, la recherche à travers plusieurs contextes, y compris le travail de Mercy Corps en Syrie, en Ouganda, au Népal, démontre que le social capital est une composante critique de la résilience qui traverse plusieurs contextes. Il y a un consensus croissant euh, basé sur la recherche en Asie du Sud, que les groupes d'entraide et les groupes de femmes peuvent jouer un rôle important pour augmenter le capital social. Ces groupes il a été démontré qu'ils élargissent les réseaux sociaux des femmes, même s'il y a eu peu d'effets sur les indicateurs économiques des femmes. Et ça a facilité le capital social des femmes. Il y a eu plus de confiance entre les femmes, plus de solidarité entre les membres des groupes et il y a eu une plus grande capacité d'action collective de la part du groupe. L'autonomisation des femmes à plusieurs manifestations et ça a été démontré comme un facteur indicateur de la sortie de la pauvreté face au choc et au stress. Une étude au Bangladesh a trouvé que l'autonomisation des femmes et que les femmes plus autonomisées pouvaient garder la sécurité alimentaire dans le foyer, qui était une bonne mesure de la résilience à long terme. En plus, les groupes d'entraide, le groupe d'épargne et le groupe de femmes ont un impact positif sur l'autonomisation collective et individuelle des femmes. Leur participation dans la prise de décision et leur autonomisation économique. Au Népal, les participantes ont eu plus de confiance dans la prise de décision au niveau du foyer. Et c'était comme ça que leur participation avait changé leur vie. Au Zimbabwe, les participantes ont fait état d'une augmentation de 20% de prise de décision au niveau du foyer. En plus de la autonomisation individuelle, leur participation a été liée à leur autonomisation collective. Collectivement, j'ai noté le quoi, comment le groupe d'entraide contribue aux facteurs psychosociaux et la question sous-jacente et les comment. Et dans notre révision, on a vu que c'est un champ d'exploration active et de preuves limitées. Mais ces trois facteurs-là sont des composantes importantes de pourquoi et comment ces groupes contribuent aux facteurs psychosociaux et la résilience. D'abord, l'accès à l'épargne, les emprunts et les institutions financières. Il est clair que l'accès aux institutions financières d'emprunt et d'épargne augmente la capacité de faire face aux chocs. Mais ce qui est important, c'est que toutes les études qui ont cité ces facteurs ont signalé les facteurs psychosociaux comme l'autonomisation, le respect de soi, qui aussi ont contribué à la résilience. La complémentarité des facteurs sociaux et l'accès à ces institutions sont clés. Deuxièmement, l'assistance technique et la formation technique au groupe peuvent améliorer les résultats. Ce qu'on a vu dans le programme de Netherlands et Royaume-Uni, au Kenya et Éthiopie, on a vu que certains groupes d'entraide qui ont pu mieux faire face aux sécheresses étaient plus résistants aux chocs. Et dernièrement,
et sans que ce soit moins important, c'était le réseau de solidarité. Les groupes d'entraide sont plus efficaces lorsqu'il y a une confiance et une solidarité entre les membres du groupe. Et les groupes se réunissent de façon régulière et avec une certaine fréquence. Ils sont institutionnalisés avec une hiérarchie claire. Pour résumer, je pense que les 3 points que j'ai notés font écho. D'abord, que le groupe d'autres aides et le groupe de femmes montrent des promesses pour stimuler la capacité subjective et objective de résilience entre leurs membres. Et deuxièmement, les facteurs psychosociaux conjointement avec les facteurs économiques qui ont reçu relativement plus d'attention traditionnellement sont critiques pour permettre au groupe d'entraide de réaliser la résilience et il reste beaucoup à faire. Et donc, nous soulignons certains champs de plus d'exploration pour la recherche et pour la programmation. Je vous laisse quelques questions de réflexion et puis on va passer la parole aux Megan et aux panélistes. Comment les facteurs psychosociaux économiques se recoupent. Je pense qu'ils sont importants en combinaison, mais comment et pourquoi, il faut l'analyser. Comment le groupe de femmes répondent au choc face au groupe de femmes et au groupe mixte. Je crois que le membre de la table ronde en parlera et en parleront. Et comment face au contexte plus stable et de façon similaire, les voies vers la résilience à travers les groupes d'entraide comparé au choc des astres naturels face aux désastres économiques, comment la réponse à ces deux catastrophes sont différentes. Merci pour cette présentation. Merci à toi, à vous et à vos auteurs, Courtney et Soledad, pour ce que vous avez contribué à la bibliographie sur les groupes de femmes. Je recherche sur les groupes de femmes depuis longtemps et je pense que c'est une addition très positive. Chaque fois que je fais des recherches, il y a toujours des questions sur le capital social et l'autonomisation des femmes. Les gens veulent savoir jusqu'à quel point c'est important, comment est-ce qu'on le définit, comment est-ce qu'on le mesure. Je crois que ce travail ajoute à cette conversation. Merci à vous trois. Passons aux questions pour le membre de notre table ronde. Ephraim, dans votre expérience avec le groupe des femmes en Éthiopie, comment croyez que les expériences d'autonomisation des femmes augmentent la résilience des femmes? Parlons de mon expérience en capital social et autonomisation des femmes. Je crois qu'il y a 4 thèmes. Le premier est le bien-être social. Il s'agit de la solidarité, de l'amour, de l'aspect, de la coopération, de l'harmonie et de l'aide, le soutien mutuel. Et ils pensent d'abord à leurs collègues et ça donne priorité aux plus vulnérables du groupe. Ça contribue en ce qui concerne la résilience. On a vu comment le bien-être social ou comment les mécanismes sociaux s'appliquent dans le groupe d'entraide. Les gens sont plus responsables lorsqu'il y a plus de constance en ce qui concerne les décisions. On partage les bénéfices à l'intérieur du groupe et comme il y a de la solidarité, ils répondent ensemble et ils partagent avec les gens dans une situation désespérée. Et ça contribue en ce qui concerne la construction de résilience face au désastre. On a vu le bien-être psychologique
On a réalisé plusieurs études et les preuves montrent que ces groupes ont plus de confiance, ils ont, ils ont moins d'angoisse, ils se sentent plus à l'aise face à des circonstances différentes. Et comment euh, ceci facilite l'autonomisation, le sens d'un objectif dans la vie quand ils font face aux chocs idiosyncratiques ou covariables, leur confiance, celle qu'ils reçoivent les unes des autres à travers le partage de la joie, à travers de la solidarité en moments difficiles. Tout ceci crée des mécanismes qui les autonomisent et qui leur donnent de la confiance pour faire face au choc. Le bien-être psychologique des membres et du groupe contribue à la résilience. Et l'autre facteur, c'est qu'on a vu un bien-être social fort lorsque les gens pratiquent de la prière. Ils prient pour les membres qui sont malades et ça aussi les aide à faire face au choc. Et aussi, on a vu que des membres sont félicités lors de la réussite. Ça contribue beaucoup pour faire face aux désastres. Il y a de la gratitude lorsque les membres ressentent les changements positifs. Tout cela contribue à la résilience. Et le capital politique qu'on a avec plusieurs groupes, on a fait des recherches qui démontrent que les groupes d'entraide travaillent à travers leur structure pour influencer les gouvernements. Par exemple, la pénurie en eau dans leur communauté, ils participent au développement de la communauté. Donc, le capital politique qu'ils possèdent contribue à la résilience publique et aux défis au gouvernement. Et dernièrement, les interactions entre groupes. Lorsqu'il y a de la violence dans la communauté, ils ont une voix collective. Ils défient les gouvernements en tant que femmes et ils font du plaidoyer en nom des femmes. C'est ce qu'on a constaté comment les capitales augmentent la résilience. Merci, Abraham. Excellente réponse. Vraiment, j'apprécie que vous ayez touché le côté émotionnel et collectif. Je crois que tous ces aspects sont présents. Et comment pensez-vous que tous ces facteurs travaillent ensemble avec les actifs matériels et les stratégies de subsistance? Quand on parle de moyens de subsistance, on parle de façon alternative de moyens d'existence pour les communautés. Et cela donne l'opportunité de diversifier ces activités économiques. C'est cela que nous avons constaté. Nous avons aussi constaté que les individus contribuent à la résilience. Parfois, on nous dit, je me sens comme si j'ai ma propre banque. Je peux toujours aller auprès de mon groupe pour demander de l'argent. Je n'ai plus besoin de travailler, d'interagir avec les banques. Donc, voilà une des façons desquelles on crée et on renforce de la résilience. L'autre, c'est le soutien dont j'ai déjà parlé. Dans les moments de stress, les gens ont besoin d'un soutien. Et ces groupes ont une épargne spéciale qu'on appelle l'épargne sociale spéciale, qui est utilisée pour soutenir les membres du groupe qui font face à des obstacles. Donc, toutes ces actions renforcent la résilience et c'est la connexion qui est importante. C'est ça que nous avons constaté dans notre travail au cours des dernières années. Oui, les groupes des femmes créent un filet de sauvetage social pour leurs membres au niveau matériel et au niveau social. Oui, tout à fait.
Donc, Vidya, on passe maintenant à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'autonomisation des femmes et surtout des normes autour du genre? Quels programmes est-ce que vous avez-vous vu qui ont été efficaces sur ces points-là? Merci beaucoup pour votre question. En ce qui concerne les normes autour du genre, la solidarité est la clé. C'est la raison pour laquelle cette plateforme a été fondée et je soutiens cette plateforme. Mais dans notre expérience, les programmes qui marchent les mieux sont les programmes qui s'attaquent aux dynamiques au niveau des foyers. Et cela touche à l'adoption d'autres services, que ce soit relié à la santé, à l'éducation, etc. Donc, même si les groupes créent du capital social, et ce capital social est critique à la réussite du groupe, il y a aussi 3 éléments de l'autonomisation économique des femmes qui touchent à beaucoup de domaines différents. Tout d'abord, la création du capital social et de l'alphabétisme économique, deuxièmement, et c'est pour moi le point le plus important, c'est le dialogue entre les couples mariés pour améliorer les relations au sein d'un foyer. Donc, on travaille avec des couples sur leur processus de prise de décision, sur leur allocation des ressources. Et troisièmement, du militantisme pour équilibrer les genres au niveau de la société. Nous avons mené 2 études qui ont confirmé l'efficacité de cette approche. Une étude a été menée au Rwanda où le programme voulait réduire la violence faite aux femmes dans un des pays avec le taux de cette violence le plus élevé au monde. Et avec le dialogue entre les couples et les activités d'épargne, nous avons pu réduire de 50% la violence faite aux femmes dans ce contexte. Et il y avait aussi une augmentation des revenus des femmes. Et ces 2 choses vont main dans la main, la réduction de la violence et l'autonomisation économique des femmes. En Ouganda, nous avons conçu un programme semblable pour évaluer le lien entre les normes sociales et notre travail sur l'alphabétisme économique pour réaliser l'autonomisation économique des femmes. Dans ce cas, le programme était axé sur l'accès numérique pour les femmes, mais les individus qui ont eu accès à cet outil numérique et qui ont aussi reçu une séance de concertation au niveau du foyer ont réussi le mieux. Les mesures psychométriques nous ont montré qu'il y a eu des résultats positifs pour les participants parce qu'on a mieux maîtrisé l'outil et on a réduit les stress psychologiques au sein de ces foyers pour les participants. Et le mélange de ces 2 facteurs ont augmenté l'appartenance aux associations villageoises d'épargne et de crédit et l'augmentation de taux de personnes qui ont ouvert un compte bancaire numérique et 90% des personnes, hommes et femmes, qui ont été offerts une séance de concertation l'ont accepté parce qu'ils avaient vu l'impact positif sur les autres membres de leur communauté. Et on a pu faire évoluer les dynamiques au sein de ces foyers. Et les choix financiers nous ont montré aussi que l'allocation des fonds ont été améliorées et ont été rendus plus positifs pour les enfants et pour les femmes au sein de ces foyers. Donc, les VSLA peuvent être une plateforme pour renforcer la cohésion sociale, mais un autre facteur important, c'est la facilitation des dialogues avec des décideurs au sein de ces foyers. Wow! Ce sont des résultats vraiment impressionnants, Vidya. J'ai les yeux qui sautent de ma tête. Merci beaucoup pour ces informations. Pour revenir un peu sur ce sujet, est-ce que vous avez vu une différence entre ces dialogues et entre les autres facteurs psychosociaux dans des contextes de catastrophe et dans d'autres contextes plutôt normaux? Et est-ce que vous pouvez partager un contexte avec nous? Oui, pour les dialogues, non, mais dans des contexte de crise, la solidarité qui est créée par des réunions en groupe est très pertinente pendant des moments de crise. Mais dans certains de ces contextes, il y a des organisations telles que CARE qui déploient plus d'efforts. Ce n'est pas une fédération naturelle des femmes en dessous d'un arbre. Il faut un peu plus de structure, un peu plus d'efforts de notre part.
Et à ces moments-là, nous renforçons nos activités de transfert en liquide, entre autres. Mais le cœur du modèle reste inchangé. Nous savons que ce modèle d'épargne et de crédit marche, mais les services afférents qui aident les groupes dans des contextes fragilisés, nous travaillons avec des groupes de la société civile qui peuvent s'attaquer aux besoins spécifiques des individus et des groupes dans ces contextes de crise. Et le fait d'avoir ces structures de soutien est essentiel. Tout cela est critique pour renforcer la cohésion des groupes. C'est ce facteur qui va décider la réussite ou non de ce groupe. Mais nous testons cette méthodologie dans 2 régions, au Nigeria, en Éthiopie et ailleurs. Et nous allons ajouter d'autres pays l'année prochaine. Et comme ça, nous allons créer un modèle pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans des contextes spécifiques. Et nous allons savoir aussi ce qu'il faut adapter et ce qu'il va falloir changer. Très bien, merci beaucoup. Donc, Ephraim, je veux vous poser la même question. Dans des contextes de catastrophes, est-ce qu'il y a des changements des facteurs psychosociaux dans ces contextes et le travail là-dessus? Merci beaucoup, Megan. Oui, nous avons constaté qu'avec certains groupes, il y a des mesures de protection au sein de ces groupes. Et nous avons mené des études dans le sud d'Éthiopie, à Waraita, et ces études nous ont montré que les mesures de protection sociale déployées par certains groupes les permettent à survivre à certains chocs et certaines crises. Il faut, par exemple, avoir un accès rapide à des prêts gratuits en moment de crise. Pendant les catastrophes, les gens ne peuvent pas toujours repayer leurs prêts. Donc, ces groupes inventent des outils pour fournir des prêts sans intérêt, avec un taux d'intérêt de 0. Et on retarde aussi les repaiements et on offre un soutien financier direct parfois à ces groupes et à la communauté plus large. Donc, voilà les protections sociales qu'on déploie dans les moments difficiles. Nous avons aussi constaté qu'il y a certains membres qui demandent des prêts aux gens dans la communauté qui donnent des prêts abusifs. Mais une fois qu'on a les groupes d'entraide, les membres sont protégés de ces prêteurs prédatoires. Parce que ces prédateurs demandent un intérêt de 100% parfois. Donc, ça, c'est une adaptation que nous avons vue à ces défis. Il faut être flexible et mieux être flexible que prédatoire. L'autre facteur, c'est le capital social et la solidarité au sein de ces groupes d'entraide. Cela aide les individus de s'entretenir et de continuer à s'acheter des denrées alimentaires même quand les prix augmentent. Donc, les membres de ces groupes peuvent s'aider dans ces moments et cela contribue à la résilience. Nous avons aussi vu des membres de ces groupes qui se respectent, qui se soutiennent. Et cela aide les membres des groupes de surmonter les défis et des chocs parce que les membres savent, OK, je ne m'aide pas moi-même, mais je vais m'aider mes collègues, les autres membres de mon groupe. Et cela aussi nous aide beaucoup dans le contexte éthiopien. Nous avons aussi vu des groupes qui s'organisent et puis des groupes s'organisent à un niveau supérieur. Et cela crée une structure autosuffisante financée par les groupes eux-mêmes. Et ça, c'est un mécanisme qui fournit un soutien supplémentaire à ses membres et qui permet aussi à ces groupes d'influencer les actions du gouvernement, par exemple.
en réunissant leurs voix. Donc, c'est une plateforme pour lutter contre les enjeux sociaux et pour faire du plaidoyer auprès du gouvernement pour influencer les politiques du gouvernement. Et enfin, nous avons aussi constaté qu'il y a des formations offertes au sein de ces groupes sur la diversification des activités génératrices de revenus. Donc, il y a des éléments non seulement économiques, mais aussi sociaux des actions de ces groupes. Merci. Très bien. Oui, il est toujours très intéressant de voir que ces groupes peuvent créer d'autres structures plus grandes à l'extérieur. Passons maintenant aux dynamiques internes de ces groupes, surtout autour de cette question du genre. Parfois, nous avons des groupes exclusivement féminins, parfois on a des groupes mixtes, parfois on a des groupes exclusivement masculins. Et quelle différence avez-vous constatée au sein de ces différents types de groupes et comment est-ce que ces différences influence le renforcement de la résilience? Et est-ce que les dynamiques autour du genre sont différentes du groupe au groupe dans ce contexte? Et pardon, et cette question était pour vous, Ephraim. Et puis, on va poser une autre question à Vidya. Merci beaucoup. Oui, en Éthiopie, nous avons 3 types de groupes. Des groupes de femmes, des groupes d'hommes et des groupes mixtes. Donc, nous pouvons vraiment faire la comparaison entre ces groupes et entre leurs actions au moment des catastrophes. Et nous avons fait une analyse du genre qui nous a montré que les groupes féminins avaient un niveau inférieur d'alphabétisme et aussi un niveau de revenu inférieur au groupe d'hommes, au groupe masculin. Donc, les groupes féminins ont un risque accru de perte d'argent et un potentiel inférieur d'investissement que les groupes masculins. De la même façon, l'analphabétisme est un autre problème pour ces groupes de femmes. Mais nous avons constaté qu'avec ces groupes, elles sont très intelligentes et les groupes, donc, ils intègrent des hommes qu'ils embauchent à certaines fins pour rédiger des rapports, par exemple. Donc, les groupes mixtes ont des résultats de résilience meilleurs, mais ces groupes ont aussi leurs propres défis aussi au niveau de la réalisation des objectifs d'autonomisation des femmes. Cependant, nous avons aussi constaté qu'avec des groupes des femmes, il y a des conversations fortes et beaucoup de partage d'émotions, beaucoup d'entraide et de soutien des unes des autres, surtout quand il y a des problèmes au niveau du foyer. Et ça, c'est par rapport au groupe des hommes qui ont un niveau de soutien émotionnel bien inférieur au groupe des femmes. Et ça, c'est un défi quand il y a des chocs et des catastrophes. Donc, voilà, au niveau psychologique, au niveau des émotions, ce sont des groupes des femmes qui offrent un niveau supérieur de soutien. Et les groupes d'hommes se focalisent plutôt sur le business et l'argent. Donc, voilà les pros et les cons de ces 2 types de groupes. Mais au niveau de la gestion des chocs, au niveau des foyers, ce sont des groupes étaient assez égaux. Merci. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire que les groupes uniquement des femmes sont à la tête en ce qui concerne le facteur psychosociaux et les groupes d'hommes sont à la tête en ce qui concerne les aspects matériaux, mais lorsqu'on les joint, ils se complètent. Donc, Vidya, je voudrais vous poser la même question. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous en ce qui concerne la dynamique de différents groupes? Je suis d'accord avec Ephraim, mais en Afrique du Ouest, on voit des groupes de femmes qui sont exclusivement des femmes et au Moyen-Orient, c'est mixte, mais de quelque manière que ce soit, la VSA se sélectionne eux-mêmes.
c'est pas à nous de déterminer lesquels sont plus efficaces. En Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, faire participer les hommes est un catalyseur. En Afrique de l'Ouest, le fait que les femmes aient cet espace sûr pour elles-mêmes leur permet de contourner des normes sociales restrictives et elles atteignent beaucoup en ce qui concerne l'action collective et l'autonomisation à travers les différents domaines. Je ne peux pas être tellement catégorique dans mon jugement. En fin de compte, nous pouvons faire participer les hommes en dehors du groupe. S'il y a un groupe uniquement de femmes, on peut avoir ce dialogue au foyer à l'extérieur. C'est très personnel qui a lieu avec les couples chez eux. Donc, si les femmes se réunissent sans la présence des hommes, ça ne coupe pas les hommes. Et le fait que ce dialogue ait lieu dans un lieu sûr à l'intérieur de la maison. Je pense que vous avez touché une question sur laquelle je travaille en développement. Qu'est-ce qu'on sait qui travaille partout et qu'est-ce qui est spécifique au contexte? C'est un débat perpétuel. Mais une chose qui fonctionne partout, ce sont les groupes d'épargne. Partout. Comment? Bon, ça, on le laisse à leur gré. Mais donc, pour la dernière question au groupe de discussion, l'évaluation, Vidya et Fram, vous avez parlé de recherches que vous avez faites autour des groupes de femmes et la résilience. Est-ce que vous pourriez partager vos perspectives et les résultats que vous avez observés en ce qui concerne l'évaluation des groupes de femmes et la résilience et la meilleure manière d'examiner les facteurs psychosociaux, la meilleure manière de les mesurer, de les comprendre et de voir les voies. Comment mesurer les résultats ou quelles sont vos perspectives sur les méthodes d'évaluation? Vidya, on parle de la mesure de la résilience. Pour vous être franche, les mécanismes sont de moins en moins pertinents. La communauté résilience a fait du travail merveilleux. Ça peut être compliqué, mais ce n'est toujours pas mesurable dans le contexte de crise qui évolue des organisations de Comcar. Considère qu'il est important d'avoir les ressources pour soutenir la résilience à long terme. C'est pour ça que nos programmes commencent avec la formation VSLA. Quand il y a une crise, on a recours d'abord aux membres de la VSLA parce qu'elles sont formées dans la communauté. Et à l'heure du COVID, elles sont la meilleure ressource pour défendre le message de santé et la dissémination est clé. Donc, le COVID est un cas très bon pour voir comment définir la voie à l'avenir. On recherche sur l'impact du COVID dans 6 pays. Si on parle de la résilience et des groupes d'épargne, voici nos résultats. Burundi, Mali et le Niger. 80% des groupes se réunissent avec la distance sociale suivant le règlement. Ils continuent à se réunir et ils continuent à économiser de l'argent. 60% continuent à prêter de l'argent. Les groupes s'adaptent mais ils continuent à prêter et à économiser. Au Burundi, 63% économisent plus qu'avant le COVID.
En Éthiopie, seulement 2% de nos membres disent avoir quitté les groupes parce que les membres du groupe y voient de la valeur. Donc, en ce qui concerne la construction de la résilience, je ne peux pas dire autre chose que euh, appuyer, soutenez votre VSLA local parce que eux sont la plateforme pour atteindre la résilience. Ephraim, merci. Pour moi, je voudrais rappeler ce que Vidya a dit parce qu'une des choses que aide vraiment à garantir la résilience des groupes, c'est une structure qui s'autofinance et autosoutient. C'est une façon de obtenir la durabilité du groupe. C'est une manière d'influencer et de défier d'autres parties prenantes du gouvernement. Ce n'est pas une chose immédiate où le groupe se désintègre. Plus le groupe reste ensemble, plus il est cohésif. Le développement du groupe aide à augmenter la résilience et on a appris comment mesurer les changements et dans le bien-être psychologique à travers des mesures subjectives. Il y a des outils qu'on utilise, il y a beaucoup d'outils, mais il faut prendre en considération les questions aux gens. Qu'est-ce que les gens valorisent le plus en ce qui concerne l'apprentissage personnel et les changements personnels? Une femme a dit, je me sens très à l'aise avec la place que j'ai. Je partage ma chambre avec les animaux et je loue Dieu parce que je me sens à l'aise. Si tu as une chambre où tu fais tout, peut être interprété de diverses manières. Elle, cette femme, était reconnaissante. Elle avait tout dans une seule chambre. Donc, il faut poser la question aux gens ce qu'ils valorisent le plus. Et puis, les besoins de recollecte de données. C'est très important. Ça nous permet d'avoir une base de départ. Et pour documenter les changements observés auprès de certains groupes, et l'autre chose qu'on a apprise récemment, c'est l'utilisation de la technologie au moment du COVID, les réseaux sociaux pour partager l'information sur le COVID et des messages SMS sur l'épargne et les réunions et les membres qui ont besoin de soutien. Utiliser cette technologie est une manière de mener à bien les évaluations des groupes ainsi que pour promouvoir l'information à travers les groupes. C'est ce qu'on a vu dans notre travail. Merci, merci Ephraim et Vidya pour avoir partagé ces perspectives. Vous avez tous les deux soulevé le besoin de approfondir, d'évaluer à travers une recherche plus rigoureuse pour voir les résultats à plus longue haleine, mais aussi garder la sensation de ce qui se passe dans le groupe de travail ou le groupe d'épargne avec lequel vous travaillez pour voir comment ils réagissent face au désastre et comment ils travaillent avec le COVID. C'est un défi en tant que praticien pour garder le pouls des deux. Donc, très bien. Passons à nos séances simultanées, nos mini-groupes. Si vous ne vous êtes pas identifié sur le chat, il va falloir que vous vous renommiez. Si vous vous cliquez sur votre nom et vous voulez participer en français, il faut ajouter les lettres FR. On va se réunir pendant 25 minutes. C'est l'occasion de réfléchir
sur vos expériences et ce qu'ils ont partagé. Ephraim et Vidya, pensez à vos expériences avec les groupes de femmes et comment vous les interprétez maintenant à travers le prisme des facteurs psychosociaux. À travers les preuves présentées, est-ce que vous avez vu de votre propre expérience? Il y a les groupes de pairs et les groupes d'évaluation. Le groupe de programme se focalise sur les facteurs programmes qui contribuent aux facteurs psychosociaux et les défis pour la mise en œuvre et l'évaluation se focalise sur les lacunes des connaissances, les questions qui restent à répondre, quelles sont les voies de causalité et comment mesurer, comment estimer leur importance, comment savoir quelle est l'ampleur de leur impact. Donc, je vais passer la parole à Zubaida pour vous assigner au groupe. Je pense qu'on a 4 salles pour les salles simultanées, 3 de programmation, et puis on a la salle française. Est-ce que c'est correct? Non, non. On aura 2 groupes en français de programmation et un groupe qui aura un groupe mixte avec la traduction simultanée et puis un 4e groupe qui se focalise sur l'évaluation. Fixons un total de 25 minutes. Il y aura un facilitateur pour chaque groupe qui va vous lancer la discussion. Vous aurez accès au Google Doc pour écrire vos idées et pour indiquer votre intérêt à des activités additionnelles pour continuer et prolonger ces conversations. Am I going somewhere? I'm still here too. Je suis toujours là. Je pense que Wendy et moi devons faciliter, n'est-ce pas? Oui, j'ai déplacé. Donc, ça sera les groupes français. On a l'interprétation pour cette séance. Donc, si les gens veulent intervenir en français ou ils veulent écouter le français, ça, c'est la salle de programmation. Je vais ouvrir le Google Doc dans le chat. Je vous ai déplacé à la salle. Voilà. OK. Je le regrette. Pourriez-vous me passer à la salle d'évaluation? Oui, Soledad. Et Zubaida, vous pouvez la changer, s'il vous plaît. Irène, on a vu votre message. Irène Fabrici désire d'être déplacée. Attendez 2 secondes, je suis. Irène. To evaluation. Évaluation. Et Carole. Okay. So Jenny, Vidya is in a different Très room, bien. is that correct? Donc, Jenny Vidya est dans une autre salle. Non, normalement, elle aurait dû être là. OK. Bon, on va commencer pour profiter du temps que nous avons. Donc, je vais lancer le débat. Bonjour, je m'appelle Wendy Chamberlain. Je suis conseillère avec SIGAP, le groupe consultatif pour le soutien des pauvres. Et c'est un honneur de faciliter cette conversation
Je travaille sur l'approche à la résilience du SIGAP et avant d'avoir intégré ce poste, j'ai travaillé pendant longtemps dans la philanthropie et aussi au Kenya avec un projet mondial. Donc, je connais un petit peu le sujet actuel. Dans quelques points logistiques, avant de continuer, vous avez déjà vu dans le chat, mais je veux aussi que vous ayez cette ressource, le document Google. Et ce document, c'est un document que nous allons utiliser tous en même temps. Nous allons interagir avec ce document. Il y a beaucoup de personnes qui ont des discussions différentes dans des salles, sous-salles de réunion, mais vous aurez l'occasion de contribuer, d'écrire vos réponses dans ce document Google. Et je vais partager mon écran pour vous montrer comment cela se fait. Now you're seeing all African news. That's not what I OK. want. Let me do this. Let's see if I can try something else here. Je vais essayer de le faire autrement. Euh, There you go. Ah, voilà. Can you see my screen, everybody? Est-ce que vous voyez mon écran, tout le monde? Okay, great. Sinon, dites-le-moi. Donc, nous sommes la salle numéro 1 sur la programmation et vous avez accès à tous ces liens. Vous pouvez cliquer sur tous ces liens qui sont en bleu. C'est un document pour vous que vous pouvez utiliser. Et nous allons utiliser ces 4 questions pour orienter notre discussion. Donc, pendant notre débat d'aujourd'hui, vous pouvez ajouter vos commentaires et s'il n'y a pas assez d'espace, vous pouvez ajouter plus d'espace pour ajouter votre réponse. L'autre chose que je voulais noter, c'est qu'il y a aussi un parking, comme on dit. Et c'est un espace pour des questions et des commentaires d'ordre général. Et en fin de compte, si vous voulez rester en contact avec nous, avec cette conversation, vous pouvez ajouter votre nom et vos coordonnées en bas du document. Donc, voilà des outils qui sont disponibles pour vous pendant cette discussion. Donc, je vais arrêter de partager mon écran, mais vous avez le lien dans le chat aussi. Donc, OK, nous allons maintenant commencer. Elles sont toutes mes questions. Tout d'abord, la première question. On aimerait savoir, plutôt, vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, dans la boîte à discussion. Nous avons beaucoup de Suzanne Bouraka avec nous. C'est parce qu'on a utilisé un lien spécifique pour joindre la réunion. Donc, nous aimons beaucoup Suzanne, mais si vous n'êtes pas Suzanne, vous pouvez aussi vous renommer pour que nous puissions savoir qui vous êtes. Mais allons lancer le débat. Et il ne faut pas être si formel que ça. Vous pouvez allumer votre micro et partager vos commentaires si vous voulez. Vous pouvez taper vos commentaires dans le document Google. Donc, autour de cette question, est-ce que vous avez entendu quelque chose qui vous a étonné ou qui a résonné avec vous dans ce qu'on vient d'entendre ce matin? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui a résonné avec vous ou sur lequel vous vouliez commenter? Y a-t-il des conclusions ou des idées du panel ou de la présentation qui sont en accord avec vos expériences ou vos connaissances? Oui, bonjour, je m'appelle Nalini Chugani et je travaille avec un centre de développement de l'éducation. Je ne suis pas certaine si vous pouvez m'entendre ou me voir, mais je pense que la discussion a été très intéressante sur tous les aspects du genre et la focalisation sur les groupes de femmes. Une chose qui m'a frappé, c'est que chaque fois qu'on parle des organisations communautaires différentes et leur contribution à la résilience, et cette idée que nous pouvons renforcer les capacités locales et les structures locales qui existent déjà. Trop souvent, nous pensons que nous allons créer une association ou une alliance, mais dans les cas que nous voulons d'entendre, il a été important de renforcer des structures déjà existantes. J'ai d'autres questions et d'autres commentaires, mais je voulais lancer le débat avec cela. Très bien, merci beaucoup. Oui, pendant la pandémie, dans mon expérience, et je travaille avec une ONG au Kenya, mais la pandémie a révélé des faiblesses déjà existantes au sein des structures existantes. Mais il y a aussi cette idée que les groupes
peuvent construire un avenir sûr ou à partir de ces structures existantes. Certains éléments fondationnels des groupes sont aussi la fondation de leur résilience. D'autres pensées, d'autres réactions du groupe? Is anyone in the Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui étudie cette question de la résilience ou plus précisément les facteurs psychosociaux que vous mesurez dans le cadre de votre programme ou quelqu'un qui pense à ces options, qui réfléchit? Certainly don't want to dominate the conversation. Je ne veux pas dominer la conversation, mais non, allez-y, allez-y. Je peux ajouter un peu sur nos expériences. Je travaille avec le Education Development Center et je travaille surtout sur la programmation pour les jeunes et aussi le travail relatif au genre. Donc, dans un programme récent qui vient de toucher à sa fin à Mindanao, dans le sud des Philippines, nous avons intégré des leçons sur la résilience dans nos leçons sur la préparation pour la vie adulte et le travail. Donc, nous avons intégré des outils de la psychologie du comportement et cela a été critique pour certains résultats de notre programme, surtout des résultats par rapport à l'emploi et à la perception des jeunes de la communauté et la perception des jeunes du gouvernement. Donc, nous avons fait quelques recherches sur les perceptions des jeunes, mais malheureusement, nous n'avons pas étudié cette question d'un point de vue du genre. Mais nous allons le faire à l'avenir parce que c'est un aspect très important. Donc, voilà une des façons par lesquelles nous avons étudié la résilience en termes des interactions avec des membres de la communauté. Et nous avons aussi étudié les perceptions des individus de leurs propres compétences de résilience. Donc, nous avons fait cela dans plusieurs pays, mais mon expérience personnelle, c'est avec un projet aux Philippines. Et je vais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans vos études? Quelles sont les perceptions de la résilience et quelles sont les locomotives de ces perceptions? Quels sont les éléments manquants qui pourraient contribuer à la résilience? Oui, et encore une fois, je vais me focaliser sur les Philippines puisque c'est l'exemple que je connais le mieux. Mais un grand facteur qui contribue à la résilience, et nous avons entendu cela pendant la présentation, mais nous avons travaillé pour renforcer des organisations existantes là où ces organisations existaient. Dans d'autres régions, nous avons développé des alliances multisectorielles, mais la chose vraiment critique dans notre approche, c'était que au sein de ces alliances multisectorielles, on rassemblait des parties prenantes qui ne se connaissaient pas du tout, qui ne s'étaient jamais réunies autour de la même table, mais qui faisaient face aux mêmes défis et qui avaient chacun leur propre contribution à faire à la résilience. Et à Mindanao, il y a beaucoup de conflits et même pendant notre projet, il y avait le siège de Marawi où il y avait des centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et ces associations et aussi au sein des réseaux des jeunes que nous avons développés, c'était des jeunes qui identifiaient les défis communautaires et qui se rassemblaient parce que nous avions déjà établi ces associations. Et on parlait de ces groupes d'épargne. Et ça, c'est une structure avec un emploi du temps, avec un agenda. Et on pouvait se rassembler autour de cet agenda. Malheureusement, encore une fois, c'est une honte, mais nous n'avons pas beaucoup étudié la question du genre dans ce contexte parce que nous n'avions pas le temps. Mais voilà, au niveau de la résilience, nous avons constaté que la combinaison des compétences molles et des compétences dures était critique. Et il y avait
nous avons travaillé sur le réseautage social pour aider les jeunes à comprendre qui était dans le réseau social et comment ils pouvaient en profiter ou comment ils pouvaient l'élargir. Donc, tous ces éléments étaient critiques pour les jeunes et pour arriver aux résultats que nous avons constatés. Les perceptions du gouvernement ont été améliorées dans les régions où nous avons travaillé et au niveau de la résilience, nous avons été surpris de voir que les jeunes pouvaient s'arrêter et penser au lieu de réagir avec violence. Et ils savaient aussi avec qui ils pouvaient interagir. Et ça, c'était grâce aux relations existantes que nous avons renforcées. Donc, c'était critique pour ces jeunes de comprendre qu'il y avait un réseau de soutien autour d'eux, même s'ils ne faisaient pas confiance au gouvernement. Voilà. Vous avez évoqué quelque chose qui revient et revient dans notre travail. C'est les asymétries d'information. Souvent, il y a des groupes qui disent « Ah, c'est le gouvernement, c'est une banque, il faut leur faire confiance », mais ce n'est pas toujours le cas. Peut-être, si vous connaissez Shujaa, une ONG au Kenya, le gouvernement kenyan avait dit « Nous voulons que les jeunes viennent assister à nos réunions de budgétisation ». Et Shujaa avait dit « Non, d'abord, il faut établir la confiance avant d'inviter les personnes à ces réunions. Les gens ne veulent même pas être dans la même salle que les représentants du gouvernement. » Donc, ça touche à ce que vous venez de dire sur la criticalité de la compréhension de son propre réseau social et de sa place au sein de ce réseau. C'est seulement après avoir compris le réseau qu'on peut comprendre son influence potentielle. Merci beaucoup à tout le monde qui a mis des commentaires et des questions dans le chat. Peut-être, je veux passer à un autre sujet. Quelles sont les barrières, les obstacles auxquels vous faites face? Il y a certaines personnes qui ont dit qu'il est difficile de naviguer les hiérarchies et d'avoir un soutien sur le long terme dans ce travail. Il y a d'autres personnes qui disent que le contexte est difficile. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait partager avec nous son expérience, surtout au niveau des obstacles, aux barrières, à l'ajout des éléments psychosociaux dans votre travail? Et je ne peux pas voir votre nom sur le document sur Google parce que vous êtes anonyme sur le document Google. Ah, Wendy, peut-être vous êtes dans le mauvais document, mais ça va, il n'y a pas de problème. Nous sommes en bas du document. Nous sommes le groupe numéro 3. Ah, pardon, je pensais que nous étions un autre groupe. Peu importe. Je pensais que nous étions le groupe numéro 1. Non? Non, nous sommes le groupe numéro 3. Ah, très bien. Je suis contente que vous faites plus attention que moi. Peu importe, si vous avez des questions de commentaires, vous pouvez les mettre dans le document Google. Et si vous voulez répondre à cette question sur les obstacles, vous pouvez le faire ou vous pouvez allumer votre micro si vous avez une question et un commentaire différent. Quand nous pensons aux facteurs psychosociaux, on parle de plusieurs choses à la fois. Les composants les plus critiques et aussi le séquençage et l'intégration. Donc, dans votre expérience ou d'après ce que vous avez observé, allez-y, partagez vos observations. Quels sont les éléments critiques à ajouter? Quels sont les éléments qu'on n'a pas encore pris en compte? Thanks, Ellen, for popping in the chat there. We do have a couple of Merci, Hélène. Il y a des gens qui pourraient se sentir plus à l'aise en français. Rappelez-vous qu'on dispose d'un service d'interprétation, donc n'hésitez pas. Hein. Hi, Wendy. Bonjour, Wendy et Alex, c'est ma belle de
Je suis au Guatemala et j'ai eu des problèmes techniques, donc je suis entré, je suis ressorti, je suis entré. Mais je pense que pour cette question, je pense que la confiance, ça a été déjà évoqué au cours des présentations. C'est énorme dans notre travail avec les groupes des femmes, les groupes d'épargne. C'est l'élément le plus critique pour commencer à travailler la création de confiance. Et je pense que d'autres éléments peuvent être développés ou rehaussés sur la base de la confiance, surtout dans les zones urbaines où il y a de différents gens qui migrent de différentes zones du pays, de différents groupes ethniques. Ils ont vécu dans le même quartier depuis des années, mais ils ne se connaissent pas. Donc, pour commencer à travailler sur une action collective ou un projet d'épargne ou l'émission d'emprunt, je pense que la confiance est un élément à promouvoir et c'est une condition préalable pour d'autres choses qui pourraient survenir pour un groupe d'épargne. C'est ce que je voulais ajouter. Merci d'avoir partagé cela. Je connais les groupes dans un contexte rural où la confiance est construite sur la proximité, les relations et sur la hiérarchie sociale dans ces communautés et les rôles et les normes de genre. Mais lorsque vous parlez de ça dans un contexte urbain, est-ce qu'il y a certains facteurs qui doivent être pris en considération pour créer la confiance qui ne sont pas tellement apparents dans un contexte rural? Je pense à la visibilité dans les zones, par exemple les zones rouges, où on a des niveaux de violence élevés, à la différence des zones rurales où on veut que les groupes soient visibles, qu'ils participent à des différentes activités au sein de la communauté, qu'ils soient pris en considération dans les zones urbaines avec des taux de violence élevés. Ces groupes désirent être plus invisibles. C'est un autre défi parce qu'on veut promouvoir la participation des femmes et à de différents aspects de leur communauté et qu'elles deviennent des dirigeantes et qu'elles donnent voix à leur opinion. Mais on trouve que plusieurs groupes et plusieurs participants préfèrent ne pas être vus comme étant un groupe qui gère des fonds ou qui se réunit. C'est un défi auquel on doit faire face dans ces zones avec beaucoup de violence. Je suis curieuse pour savoir si d'autres ont eu une expérience en ce qui concerne la création de confiance et si d'autres ont une possibilité de levier, d'agir de levier. Par exemple, aux Philippines, on travaille avec les églises pour transmettre la programmation parce que les gens connaissent l'organisation de foi dans leur communauté. Ils leur font confiance pour transmettre ce contenu parce qu'il existe un tel partenariat. Est-ce que quelqu'un a créé un partenariat avec d'autres institutions pour établir la confiance? I'm not hearing responses, so I'm gonna assume no. J'entends pas de réponses. Vous pouvez ajouter vos réponses dans le chat ou dans les questions. Ben, on arrive à nos conclusions en ce qui concerne l'aspect psychosocial. On a parlé du besoin de la confiance, le besoin d'identifier et aider à établir les liens avec les
réseaux sociaux. Je suis curieuse, on n'a pas parlé de la confiance et de l'aspiration. Il y a une certaine recherche qui indique que ce sont des composantes importantes qui font partie de la mesure des aspects psychosociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ait travaillé sur les aspirations et la confiance qui voudrait partager avec nous? Il reste 3 minutes dans la salle subsidiaire, la mini-salle. Si vous êtes timide, j'ai essayé de taper sur quelques-uns de commentaires, mais n'hésitez pas à les inclure sur le chat. Mais on ne sait pas quelle Suzanne Bracas vient d'intervenir. Dites votre nom sur le chat, s'il vous plaît. Comme FSP, on a eu à travailler avec diverses ONG. Ben, on va éclaircir ça plus tard. Bon, je dirais également, pour ceux de parmi vous qui voulez vous mettre à jour dans ce domaine, n'oubliez pas, je vous rappelle d'inclure vos coordonnées sur le Google Doc et si vous avez des questions plus larges, mettez-le dans le parking. Si vous voulez plus de recherche sur les effets psychosociaux et de la programmation déjà existante, vous pouvez inclure cela sur le formulaire de contact sous quelque chose d'autre et on partagera avec vous les recherches disponibles avant de nous quitter. On a un commentaire de Mabel et puis je vous passe. Merci Mabel. J'ai travaillé avec ICRW pour développer un outil pour mesurer les changements de respect de soi et le bien-être et d'autres indicateurs d'autonomisation. Jenny, des réflexions de votre part avant de conclure, mais en voyant ces commentaires, Mabel, je voudrais savoir davantage sur d'autres indicateurs et d'outils qu'ils utilisent pour mesurer d'autres choses comme l'autonomisation. Je vais faire un pitch dans une minute, mais on voudrait prolonger cette conversation sous une autre forme, peut-être un groupe de travail pour partager ces outils. Oui, on adorerait être en rapport plus tard. Comme Wendy a dit, au pied de cette feuille, on est le dernier groupe. Ajoutez vos noms. Et il semblerait que le temps s'épuise. Gustavo, est-ce que vous aviez quelque chose à dire? Non. Bien. Très bien. Il semblerait que tout le monde soit de retour. Merci Wendy, merci groupe 3. Vous finissez là. Très bien. Avant de parler de la continuation de la conversation, ce qui serait merveilleux, je voudrais passer la parole à Megan pour très rapidement résumer les aspects les plus saillants de différents groupes que vous voudriez partager avec tout le monde. Oui, j'espère que les conversations ont été utiles. J'ai fait les sauts d'une salle à une autre. J'ai eu de bonnes conversations sur les composantes qui aident à construire les aspects psychosociaux à l'intérieur du groupe. Qu'est-ce qu'on peut faire délibérément? J'ai entendu des conversations sur les barrières, sur les questions de hiérarchie, si on veut un soutien du gouvernement, comment est-ce qu'on obtient un soutien à long terme pour ces programmes. On a parlé de l'aide au temps du COVID, comment les transferts
de liquide affecte le groupe et d'autres questions comme la dynamique du groupe change au fur et à mesure que le temps passe. Si les facteurs psychosociaux sont plus forts avec le temps, contribuent-ils plus à la résilience? Et qu'est-ce que ces groupes en particulier ont qui font qu'ils sont plus résilients que d'autres? Quelle est l'ampleur, la densité, du facteur psychosocial? C'est un contributeur important à la résilience, un peu, moyennement. Et comment varient les groupes? On sait que dans l'étendue des groupes de femmes, il y a différents types de groupes. Est-ce qu'il y a des différences entre ces groupes qui aident à renforcer les facteurs psychosociaux? Est-ce qu'il y a un modèle qui fasse les choses de façon différente? Des très bonnes questions. Pensez-y à l'avenir. Je pense que tout le monde qui a assisté à ce webinaire on comprend la valeur et l'importance des groupes psychosociaux. Prenez ces questions, réfléchissez-y. Je vais passer la parole à vous, Jenny. Merci. Je voulais juste remercier Megan et tous les membres de la table ronde et tous qui ont travaillé en coulisses pour que cela arrive. Et Real, on voudrait donner suite à cette conversation. On voudrait savoir ce qui fonctionne pour vous. Ce sont des événements comme celui-ci. On a une offre de Fin Equity d'utiliser leur plateforme collaborative pour avoir des discussions limitées dans le temps ou avoir un groupe de travail plus ouvert où on peut partager des ressources et co-créer des orientations ensemble. Si vous avez d'autres idées, très bien. Si votre Google Docs reste ouvert, passez à la boîte, à la case couleur de pêche. Vous le verrez là et vous pouvez cliquer les thèmes qui vous intéressent le plus pour que cette conversation se prolonge. Dernièrement, on a une enquête, un sondage que j'ai mis sur le chat. Faites-nous savoir comment on peut améliorer ça pour l'avenir. Ceci dit, je vous donne 1 minute pour remplir l'enquête. On ne va pas clôturer tout de suite, mais j'apprécie les très bons commentaires et le retour de tout le monde et la participation de tout le monde. Je vous remercie.